Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de nos vidéos sur le web rendering. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape essentielle du pipeline du rendu, le layout. Le layout, c'est l'opération qui permet au navigateur de calculer la position exacte et la taille de chaque élément de la page. En gros, le navigateur va prendre l'arbre de rendu et il le parcourt pour déterminer où chaque boîte commence, quelle est sa taille et comment elle s'insère par rapport aux autres. Le calcul du layout va être déclenché automatiquement par le navigateur dès qu'il a assez d'informations pour positionner les éléments. Mais il peut aussi être recalculé, par exemple, quand la taille du viewport change, quand vous redimensionnez la fenêtre typiquement, ou quand on modifie dynamiquement le style d'un élément via JavaScript. Par exemple, si vous faites élément.style.width égale 500 pixels, boum, recalcule. Regardons maintenant un exemple très simple de layout pour mieux comprendre ce que le navigateur fait concrètement. Voici une page HTML avec deux divs imbriqués. Le premier div a un style width 50% et le second, à l'intérieur, a aussi un width 50%. Alors, qu'est-ce que ça implique pour le navigateur au moment du layout? D'abord, il regarde la taille de votre fenêtre, donc le viewport. Disons que la largeur du viewport est de 1000 pixels. Le premier div, avec width 50%, prendra donc 500 pixels de large. Ensuite, le deuxième div, lui aussi à 50%, va prendre 50% de son parent, c'est-à-dire 50% de 500 pixels, donc 250 pixels de large. C'est exactement ce que fait le navigateur pendant la phase de layout. Il part du haut de l'arbre, évalue la taille du parent, puis descend pour calculer la taille de l'enfant. Et si on changeait la taille du viewport, disons 600 pixels, tout serait recalculé. Le premier div fera alors 300 pixels et le deuxième 150. C'est un layout dynamique basé sur des pourcentages, donc le navigateur doit le recalculer à chaque changement de dimension. Cet exemple montre bien comment le navigateur suit une suite logique et hiérarchique. Il ne peut pas calculer la taille d'un élément tant qu'il ne connaît pas celle de son parent. Alors à cette étape du rendu, le navigateur travaille sur un concept fondamental du CSS, celui des boîtes. Chaque élément visible sur la page est représenté comme une boîte rectangulaire. On appelle ça le box model. Chaque boîte est composée de plusieurs zones, le contenu au centre, entouré du padding, donc l'espace intérieur, puis la bordure. Et enfin, le margin, qui est l'espace externe autour de l'élément. Ce modèle est universel et il s'applique à tous les éléments HTML. Mais ce qui change, c'est la façon dont ces boîtes sont disposées entre elles. Et c'est là qu'interviennent les différents modèles de layout CSS. Nous avons le flow layout, c'est le modèle par défaut, celui qui gère les blocs et les éléments inline. Les éléments blocs prennent toute la largeur disponible et les inline se placent les uns à côté des autres. C'est simple, mais parfois limité dès qu'on veut faire des interfaces un petit peu plus complexes. Ensuite, on a Flexbox qui est orienté vers une dimension. Soit on aligne des éléments en ligne, soit en colonne. Le conteneur décide ensuite de la direction, de la répartition, de l'espace et des alignements. C'est parfait pour centrer des éléments ou créer des barres de navigation par exemple. Un autre layout qui existe, les grilles. C'est un modèle bidimensionnel, vous pouvez définir des lignes et des colonnes avec des proportions précises, des espacements et même des zones nommées. Parfait pour des mises en page entières, mais aussi un petit peu plus coûteux à calculer parce que la disposition dépend à la fois de la hauteur et de la largeur. Alors il existe aussi le table layout, utilisé notamment pour les tables. Alors on l'utilisait beaucoup il y a 20 ans pour organiser sa page, mais maintenant, il va être gardé pour présenter uniquement des données dans une vraie table. Dans 90% des cas, vous allez utiliser Flow, Flex ou Grid. À chaque fois, le navigateur applique des règles propres à chaque modèle pour déterminer où placer chaque boîte et combien d'espace elle prend. Certains modèles sont plus faciles à calculer que d'autres. Par exemple, le Flow Layout est très rapide, mais peu flexible. Grid, à l'inverse, donne beaucoup de contrôle, mais nécessite plus de calcul. Donc bien choisir son modèle de layout, c'est non seulement important pour le rendu visuel, mais aussi pour les performances du navigateur. Maintenant que le navigateur sait où chaque boîte doit être placée sur l'écran grâce au layout, il passe à l'étape suivante, le paint, ou rendu visuel des pixels. Cette étape consiste à remplir visuellement chaque boîte avec du texte, des couleurs, des images, des ombres, des bordures, etc. En gros, on prend les boîtes calculées pendant le layout et on les transforme en pixels. Le navigateur va lire les styles de chaque élément, couleur de fond, police, ombre, bordure, image, etc. et les convertit en instructions graphiques. C'est un peu comme si chaque élément HTML devenait un petit dessin à faire sur un calque transparent. Par exemple, pour faire un bouton avec un border radius, box shadow et une image de fond, il faut peindre les fonds, arrondir les coins, appliquer une ombre floue, puis dessiner l'image, et enfin le texte par-dessus. Chaque type de contenu a son propre moteur de peinture. Le texte est rasterisé selon la police, les images sont décodées et parfois redimensionnées, les ombres floues peuvent demander un filtrage pixel par pixel, et les dégradés ou les clips demandent des calculs graphiques. En ce qui concerne les performances, certains styles sont très chers à peindre. Le navigateur doit faire des calculs complexes à chaque frame. Les coupables classiques, c'est box shadow avec un flou important, border radius,
plus un overflow hidden, filter blur ou backdrop filter, clip pass avec des formes complexes ou les images SVG qui sont très détaillées. Plus le style est complexe à rasteriser, plus l'opération de paint va être lente. Alors évidemment, le navigateur ne va pas peindre toute la page en une seule image. Il la décompose en plusieurs calques appelés paint layers. Les paint layers, ce sont des zones de la page que le navigateur choisit de peindre séparément, souvent parce qu'elles ont des propriétés visuelles particulières ou des effets isolables. Chaque paint layer est rendu pixel par pixel, on y dessine la couleur de fond, les textes, les bordures, les ombres. Ça produit une image rasterisée en mémoire, qu'on appelle bitmap ou raster. Pour avoir une image en tête, pensez au jeu de calque dans Photoshop. On peint chaque calque séparément. Lorsqu'on va modifier le style visuel d'un élément, on va donc devoir le redessiner. C'est ce qu'on appelle un repaint. Par exemple, quand on va changer la couleur du texte, quand on va modifier le background color ou rajouter une ombre. Ces changements n'ont pas besoin de recalcul de layout, mais ils vont nécessiter de repeindre l'élément. Alors comment on peut optimiser le paint? Tout d'abord, éviter les styles qui vont être coûteux sur de nombreux éléments. Un box shadow, un filter blur sur 300 éléments, c'est une mauvaise idée. Éviter les images non optimisées. Une image JPEG de 5 mégas redimensionnée à 100 par 100 pixels, ça demande du décodage, un redimensionnement et du paint inutile. Préférez d'avoir les images à la bonne taille et avec des bons formats modernes, par exemple WebP ou AVIF. Simplifiez vos formes SVG. Les SVG qui sont très complexes, avec des milliers de passes, sont très lourds à rasteriser. Simplifiez, utilisez des versions bitmap si l'interactivité n'est pas nécessaire. Utilisez Contain Paint quand c'est possible. Cette propriété CSS indique au navigateur que l'élément ne dépend de rien à l'extérieur. Donc il peut l'optimiser comme une boîte isolée. Le paint, c'est l'étape où les boîtes deviennent visibles. Et même si ça semble graphique, c'est aussi une étape très technique avec un coût réel. En comprenant ce qui est coûteux à peindre et en appliquant les bonnes pratiques, vous pouvez rendre votre interface plus rapide, plus fluide et plus agréable à utiliser. Et nous voici à la dernière étape du pipeline de rendu, le compositing. Si le layout permet de savoir où chaque élément se situe et le paint permet de savoir à quoi il ressemble, le compositing est l'étape qui consiste à assembler les morceaux pour produire l'image finale affichée à l'écran. On va prendre tous les calques peints et on les empile dans le bon ordre, avec les bonnes opacités, les bonnes transformations, et on affiche le tout à l'utilisateur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le navigateur ne peint pas toute la page d'un seul bloc. Il peint des calques séparés qui sont ensuite envoyés au compositeur, une sorte d'assembleur graphique qui décide comment les afficher au mieux. Dans quel ordre, selon par exemple le Z-index, avec quelle opacité, avec quelle transformation, ou encore avec quelles animations GPU. Alors le compositing se fait souvent dans un thread GPU dédié, ce qui rend cette étape extrêmement rapide comparé au layout ou au paint. Petit détail cependant, c'est important de ne pas confondre deux choses. Les paint layers, qui sont des zones que le navigateur peint indépendamment, et les compositing layers, qui vont être des calques graphiques qui seront assemblés pour créer le rendu final. L'idée derrière le compositing, c'est de permettre au navigateur d'isoler certaines zones, qu'il peut ensuite bouger, faire disparaître ou animer, sans avoir à repeindre le reste de la page. Par exemple, tu as une animation sur un bouton. Ce bouton est sur un paint layer indépendant, le navigateur peut simplement déplacer ce calque en GPU sans refaire tout le layout, ni repeindre quoi que ce soit. Et c'est ça la vraie puissance du compositing. Alors j'ai dit que le navigateur faisait des calques, mais du coup, quand est-ce qu'il fait ça? Le navigateur crée automatiquement des nouveaux compositing layers quand certains critères sont remplis. Donc je vous mets ici les déclencheurs les plus courants. Ces éléments reçoivent leur propre calque qui sera composé séparément du reste de la page. Alors attention, créer des calques c'est bien, mais trop de calques ou des transitions mal gérées, ça peut nuire aux performances bien évidemment. Et voici quelques pièges fréquents. Si vous utilisez trop will change sur des éléments non animés, il va y avoir une surcharge mémoire, des transforms inutiles, des animations d'opacité déclenchées sans calque dédié. Il faut trouver le bon équilibre, créer des calques là où ça améliore les performances, mais éviter d'en créer partout. Voilà, grâce au compositing, les navigateurs modernes peuvent assembler des interfaces complexes de manière fluide et efficace. Et vous, en tant que développeur front-end, vous pouvez tirer parti de ces mécanismes pour offrir une expérience utilisateur réactive. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine à propos de l'optimisation du chemin critique de rendu. Pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne pas la manquer. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao!